Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Avant de commencer, on est 10 000, mais on peut être bien plus, alors tu sais ce que t'as à faire. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important, la petite cloche, sinon t'es pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu viens me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré. Un numéro un petit peu particulier car aujourd'hui on va parler d'une question qui me taraude, une question qui vous taraude. Il y a juste à voir les sondages que j'ai fait avec vous sur cette question. L'IA, on en entend parler de plus en plus avec ChatGPT, avec plein de nouveaux noms qui nous apparaissent mi-journée, voilà. L'IA prend de plus en plus de place et avec l'IA et cette place, on a peur pour notre jeu favori. Le poker online, est-ce que l'IA va tuer le poker online? J'ai pas la réponse, mais eux l'ont peut-être. J'ai deux très beaux invités, que vous connaissez bien, anciens joueurs de poker professionnels, plusieurs centaines de milliers d'euros, ancien joueur sponsor, vainqueur de la Triple Crown française parce qu'à l'époque, il n'y avait que lui qui le faisait. Ensuite, il est parti entrepreneur à succès, c'est monsieur Pedro Canali. Salut mon Pedro. Salut Loïc, salut tout le monde. Bon, Merci de me recevoir. bah non, merci mon ami de venir comme d'habitude. Mon Pedro, on résume vite fait ta carrière d'entrepreneur. Tu as d'abord commencé par entreprendre un petit peu dans le poker et puis ensuite tu as dérivé. Si tu nous fais le résumé en 2 secondes, ça donne quoi ces quelques dernières années, toi en tant qu'entrepreneur? Et vers quoi tu t'es dirigé, vers quoi tu as travaillé? Parce que c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de venir. Eh bien, dans le conseil en entreprise avec Nicolas Lévy, que beaucoup d'entre vous connaissent, ancien joueur sponsorisé Winamax, on a créé une entreprise qui s'appelle Citizen. On a fêté nos 3 ans là maintenant et on fait du conseil en entreprise et on les conseille sur les stratégies d'innovation, sur le management. Euh, Effectivement, l'intelligence artificielle commence à prendre une place de plus en plus importante dans le monde du conseil. Avec lui aujourd'hui, un nouveau, les amis, un nouveau qui m'a été chaudement recommandé par monsieur Jacques Zaïsik, à qui on fait la bise. C'est monsieur Moni. Moni, salut. À toi de te présenter, mon ami, et de te présenter à nos spectateurs, parce que le CV est impressionnant. Bonjour à tous. Alors, pour moi, le contexte, ça va être surtout la tech, c'est-à-dire que développeur depuis tout petit, et forcément, le bon geek qui est resté baigné dedans. Donc tout ce qui est là, effectivement, j'ai suivi ça de près, mais depuis plusieurs années maintenant. Et ma connexion avec le poker, forcément, ça a été du beau monde qui m'a fait rentrer dedans. Donc Jacques Zaïchik, Benjamin Sorge, Elki, beaucoup Elki. Sans être joueur moi-même, ça m'a permis quand même d'avoir un joli regard sur cet univers. Et effectivement, aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de voir tous ces sujets, on va dire, d'IA autour, effectivement, de tout ce qui est contenu, tout ce qui est process, tout ce qui est entreprise, justement. Donc, ça va être super intéressant d'avoir le point de vue de Pedro, mais aussi sur le point de vue poker, gaming, etc. Et là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de choses à effectivement raconter. Eh bien, écoutez, les amis, avant de démarrer, il y a deux sondages qui apparaissent devant vous, deux sondages que j'ai fait sur Twitter et sur Instagram. Je vous ai posé la question, est-ce que l'arrivée de l'IA va tuer le poker online? Vous avez le choix entre oui, c'est sûr, non, j'ai un edge, ou j'ai au moins un doute, et vous le voyez dans les deux cas majoritairement. C'est un oui ou c'est un doute. Donc, il y a des vraies questions à se poser. Alors, les amis, je vais commencer par toi, Moni. La question, elle est simple. Est-ce que l'arrivée massive de l'IA et tous les progrès qu'on voit autour vont, peu ou prou, finir par tuer le poker online? Ton avis? Alors, mon avis, il va être presque philosophique, parce que cette Allez, question, en fait, je l'ai envoie tout. eue, mais pas uniquement en fait sur le poker. C'est-à-dire que la première question que j'ai eue de la part de beaucoup de monde autour de moi, ça a été ouais, mais est-ce que ça va tuer des jobs? Est-ce que ça va tuer mon job? Etc., etc. Et du coup, fondamentalement, j'ai envie de dire, alors, ça va peut-être pas tuer les jobs. Par contre, ça va en morpher beaucoup. Et donc, souvent, la première chose où on est arrivé, c'est ah, il y a le rapport de Goldman Sachs qui Quand, parle quand tu de dis, 300 excuse-moi, je te 000 jobs. coupe juste 2 secondes, quand tu dis Pardon, morpher, tu veux dire changer? changer, excuse-moi. Voilà, ok. Donc vraiment qui risque d'être un petit peu modifié ou impacté, mais ça ne veut pas forcément dire disparaître. C'est-à-dire que quand on prend le rapport là, de Goldman Sachs, parce qu'aujourd'hui les gens sont venus me voir en me disant oui, ils ont parlé de 300 millions de jobs qui allaient disparaître,
Non. Si on regarde le rapport, c'est plus 300 millions de jobs qui risquent d'impacter et d'intégrer, on va dire, de l'automatisation via de l'IA. Ça ne veut pas dire que le job va forcément disparaître, ou en tout cas, il risque d'évoluer. Et je dirais, pour moi, exactement comme dans la tech, si tu veux, la technologie est arrivée, et au lieu de détruire beaucoup de métiers, en fait, on a vu la création de beaucoup d'autres métiers. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'IA, c'est à peu près la même chose. Maintenant, si je rapporte ça au poker, si tu veux, il y a des choses qui risqueraient de changer. Alors, déjà, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, est-ce que l'IA va exploser le poker en ligne? Non. C'est-à-dire que pour l'utiliser au jour le jour quotidiennement, par exemple du ChatGPT, tu prends ChatGPT sur les maths, c'est pas oufissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines choses qui sont basiques, tu vas te retrouver avec des résultats qui sont un peu moyens. Maintenant, il y a des questions de contextualisation, etc. On va rentrer un petit peu dans la technique si tu veux tout à l'heure, mais aujourd'hui, je te dirais non, c'est pas un danger. Par contre, est-ce que à terme, quand on va arriver sur des prochaines évolutions, etc., là, je vais te dire, ouais, ça peut créer et aboutir à des outils plus ou moins efficaces et je dirais plus ou moins dangereux pour le poker en ligne. Après, est-ce que c'est dangereux? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-mesures qui sont possibles? Je te dirais exactement comme dans le gaming, exactement comme dans l'e-sport, avec la triche, etc. Tu vas avoir tout un tas d'outils et de contre-mesures possibles pour éviter ça, empêcher ça, que ça soit en modifiant un peu les règles, en réduisant le temps de session, que ça soit avec de l'analyse, excuse-moi, détection d'anomalies ou de choses comme ça. Et si tu veux, c'est-à-dire que sans dire que ça va être un fond danger, que ça va rien changer aux choses, il y a quand même des choses qu'on va pouvoir faire pour les détecter. Après, est-ce que ça peut être aussi un point positif pour le poker? Je dirais parce que il y a le côté, on arrive avec toute cette vision négative de l'IA, mais quel est aussi le côté positif qu'on pourrait apporter à tout ça? Je dirais quelle est la touche de positif que pourrait apporter l'IA dans le poker? Eh ben, ça, t'y je pense réponds qu'il y a pas aussi de suite. T'y réponds pas de suite parce que ça fait Ok, partie ok, de ok. mes questions. Très Mon bien. Pedro, toi, est-ce que l'IA va tuer le poker online? Moi, je voudrais répondre en plusieurs points. D'abord, le poker live risque de pas être affecté, en tout cas pas négativement. Donc ça peut être une première bonne nouvelle pour C'est les vrai. gens qui s'inquiètent. Deuxièmement, il existe déjà des ordinateurs qui sont capables d'écraser n'importe quel joueur heads-up, et ça fait des années. Et ils sont même capables de battre des collectifs des meilleurs joueurs en heads-up. On l'a vu il y a quelques années. Ça fait longtemps. Et même si pour l'instant ça galérait à battre en Six Max et en Eight Handed, ça reste des outils très puissants qui sont interdits pendant la session et qui ne servent exactement comme pour les échecs à faire que de la review de session. Après ta session, tu regardes comment tu aurais pu jouer au plus proche de la GTO et de ce qu'aurait fait l'ordinateur. Avec l'IA, admettant que bientôt il soit capable d'avoir les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser en direct quand on pose une main, comme n'importe quel autre outil d'aide en direct, c'est interdit dans les CGU des sites de poker en ligne. Est-ce que ça va permettre à des gens mal intentionnés de tricher plus, de quand même l'utiliser en direct? Probablement oui, le jour où ça sera au point et où ça marchera. Mais est-ce que les sites vont pas être capables de détecter a posteriori et récupérer l'oseille quand tu l'as utilisé? J'imagine que oui aussi. On l'a vu dans certaines affaires, même en France avec Oui, parce l'Argel. qu'on pense à des affaires de bots, de RTA, des choses comme ça. Exactement. Les gens qui jouaient trop proche de la GTO en direct, qui prenaient des décisions trop rapides ou trop lentes, ou toujours à la même vitesse, etc. Il y a des contre-mesures que les sites ont mis en place à chaque fois qu'une nouvelle innovation technologique est apparue. Ces contre-mesures ont été plutôt efficaces. Et ça a toujours été le jeu du chat et de la souris, comme dans les cyberattaques et les cyberdéfenses. Là, ça va continuer avec ce genre de nouveaux outils. Maintenant, il y a quand même un truc que je voudrais dire pour conclure cette partie, c'est que on utilisait au début ChatGPT 3.5. Il y a quelques semaines, dans mon entreprise, on est passé à la version 4. La différence entre la 3.5 et la 4, c'est quand même la différence entre un enfant de 8 ans et un gars de 25 ans. Donc, si on imagine... la version 5 si c'est vrai, l'annonce qui a été faite de la version 5 pour décembre, je pense que toutes les bêtises que quand on lui pose des questions sur des mains de poker, il dit, ce sera plus le cas en décembre. Donc oui, il va y avoir un danger, oui, ça va être compliqué. Est-ce que ça va tuer le poker en ligne? Je crois pas. Il y a quelque chose pour continuer sur cette question-là. Moni, on a parlé, toi et moi, par téléphone il y a quelques jours, justement, pour se présenter. Il y a quelque chose d'hyper intéressant que tu m'as dit.
Tu m'as dit, écoute, je crois pas que ça va tuer le poker en ligne, en tout cas, pas de suite, il peut y avoir des contre-mesures, etc. Les contre-mesures, on y reviendra après tous les trois. Mais tu m'as dit, je pense qu'à pas très long terme, ça peut tuer le coaching. Alors, pas tuer le coaching. Pour moi, justement, ça peut améliorer le coaching. Et par contre, retirer, je te dirais, tout ce qui va être un petit peu coaching. Ça va tuer les mecs qui coachent, en fait. Ça va pas tuer le coaching, ça va tuer les mecs qui coachent. Non, non, à contrario. Parce que tu regardes, aujourd'hui, par exemple, tu prends un chat GPT, il est basé, on va dire, tu vois, sur des façons de faire et des bases qui sont pas en real time. Alors, ça viendra un moment. Mais aujourd'hui, tu veux, pour moi, tu auras une différence entre les coachs sans IA et tu auras une différence avec les coachs avec IA. Et tu prends un coach avec IA, en fait, tu veux, il va pouvoir faire une fondation qui va fit à n'importe quelle typologie de client. C'est-à-dire que s'il a un mec qui comprend mieux avec des images et des expressions très simples, etc., il va pouvoir faire un cours vraiment pour les nuls de A à Z pour un enfant de 5 ans. Et le mec va comprendre, ça va utiliser des images de bonbons, de ceci, de cela, etc. T'as un mec un peu plus élaboré, qui a un peu plus d'expérience, etc. En fait, tu vas pouvoir faire un coaching sur mesure. Et ça, là-dessus, tu vois, ChatGPT, pour le coup, il est très, très, très fort. Maintenant, si tu veux, pourquoi je pense pas que ça ira tuer non plus le coaching, c'est qu'un vrai coach, il reste sur les tendances. Il va surveiller les choses. Il va regarder, tu vois, le côté émotion, etc., sur les choses de comment ton joueur va à un moment se comporter en tournoi, etc. Et si tu veux, il y a toute une partie humaine sur laquelle il va pouvoir avoir la vraie valeur ajoutée en tant qu'humain à humain. Et par contre, la partie, on va dire, un petit peu squelette, support, etc., bah, il va pouvoir faire un truc propre avec l'aide de l'IA pour fitter. À un moment, tout à l'heure, on parlait effectivement de replay, de ceci, etc. Bah là, c'est-à-dire que tu vas avoir des choses en fait qui vont pouvoir, de manière très précise, te corriger au fur et à mesure. Et ça va être vachement intéressant. Alors, on pourrait dire, ouais, mais du coup, quelqu'un pourrait faire juste un outil qui va, entre guillemets, englober, industrialiser, automatiser tout ça. Et là, comme je te dirais, bah oui, du coup, il y a une partie des coachs, on va dire, qui vont pas très loin ou pas trop en profondeur, sur lequel ils vont soit devoir morpher, soit effectivement mourir. Soit tu as une partie des coachs qui vont prendre ça à cœur et vont dire, bah en fait, c'est un outil. Soit je peux augmenter mon volume, soit je peux augmenter ma qualité de coaching. Et si tu veux, aujourd'hui, c'est la même chose pour les cours. Mais quand je te dis, tu vois, aujourd'hui, on parle de coaching de poker, mais c'est la même chose pour n'importe quel type de coaching. Si tu veux, que ce soit diététique, que ce soit sportif, que ce soit coaching de mindset, de méditation, etc., tu vas avoir littéralement des milliers de cours, que ce soit des e-books, que ce soit un assistant personnel qui va échanger avec toi. Sauf qu'encore une fois, tu peux garder la partie humaine, tu peux décharger une partie, on va dire, qui est très, on va dire, dans la production de choses, mais à un moment, exactement, tu vas avoir, tu vois, une sorte de fondation et tu vas faire en sorte de la fitter à chaque personne. Et ce qui fait que pour moi, justement, le coaching peut devenir beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait des vidéos, tu sais, qui étaient faites, je dirais comme la télé, hein, tu fais une vidéo et puis tu espères qu'elle va fitter avec le plus grand public possible. Là, tu peux arriver au truc, tu vas faire un truc pour les nuls, un truc pour les mecs un peu plus avancés, un truc pour les joueurs de tournoi très avancés, un truc pour les sur lesquels les joueurs sont, on va dire, un esprit très scientifique, mathématique, etc. Et tu vas pouvoir avoir le bon langage, le bon coaching pour chaque personne. Et ça, je trouve que du coup, ça peut faire monter justement le niveau des joueurs drastiquement. Alors après, est-ce qu'ils en ont envie, machin, etc. Je te dirais, après, si on revient en live, tu peux avoir des meilleurs joueurs finalement qui sont formés pour se préparer pour le live, etc. Alors après, bon, c'est différent. Mais en tout cas, c'est possible. En ligne, mais c'est possible. Voilà. Donc voilà, le tuer, non. Avoir du coaching plus qualitatif, je pense. C'est possible. Pedro, alors, le coaching, le conseil, tout ça, là, on est en plein dedans, là, avec toi, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai, tout ce qui a été dit, je suis vraiment d'accord. En gros, quand tu as dit que il va y avoir les coachs avec IA et les coachs sans IA, c'est vrai pour absolument tous les métiers, c'est déjà vrai pour les designers. On a les designers qui ont abandonné et qui ont dit OK, mid-journée m'a tué, donc je change de métier. Et il y a, je crois, ceux qui s'en sortent le mieux à l'heure actuelle, c'est ceux qui ont dit OK, maintenant je vais pouvoir faire plus de missions, plus de qualité et je vais travailler avec l'IA. Et ça va être vrai pour les comptables. Il y a 90% des comptables qui vont mourir. Ceux qui vont vivre, et les avocats, pareil, c'est ceux qui vont travailler avec l'IA, qui vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et dans le conseil, c'est exactement la même chose conseil en entreprise. Ceux qui travaillent avec l'IA s'en sortiront mieux que les autres.
Ça ne veut pas dire qu'un jour l'IA sera tellement incroyable qu'on va pas les mettre dans les robots de Boston Dynamics et qu'il y aura plus besoin de tout ça et qu'on aura tous des assistants personnels incroyables réels face à nous et que Ça peut on finir vivra comme ça, tous quoi. dans l'entertainment et on n'aura plus de travail, on n'aura plus que du jeu toute la journée. Mais en attendant ça, c'est ceux qui vont travailler avec l'IA qui vont s'en sortir. Deuxième chose, il faut pas oublier pour ceux qui ont peur que tout le savoir des diététiciens, des coachs sportifs, etc., est sur Internet depuis des décennies. Mais les gens ne le font pas. Les gens continuent à payer des coachs sportifs et des diététiciens alors qu'il y a toutes les infos online. Parce que, comme tu l'as dit très justement, on a besoin d'un accompagnement humain. Et ChatGPT, aujourd'hui, il n'en est pas capable. Est-ce qu'il en sera capable l'année prochaine? Je ne sais pas, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, n'importe qui est prêt à sortir les doigts va sur Internet et trouve tous les exercices qu'il faut faire pour être en forme. Mais les gens ne le font pas et ils payent un coach. C'est pas pour son savoir. Son savoir, il est déjà online. Pareil pour les coachs de poker. Quand tu payes un coach de poker, c'est pas que pour son savoir. Tu as déjà toute l'info sur les forums, dans les vidéos gratuites. Mais si tu veux un truc personnalisé, tu veux de la motivation, tu veux quelqu'un qui va t'aider à te sortir les doigts, tu le payes pour ça. Et donc, le métier du coaching, le métier du conseil, tous ces métiers-là ont de l'avenir si les consultants, les coachs ont l'IA comme allié et non pas comme ennemi. Et ça, c'est hyper important à comprendre. J'ai plein de potes sur Facebook qui ont dit ça y est, j'ai plus de métier, je suis mort, mi-journée est sortie. Et j'ai une autre partie de ceux qui ont dit ok, je vais faire plus de qualité maintenant, plus vite. Grâce à ça, et je vais apprendre à maîtriser l'outil. Ben, c'est eux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Donc, quel que soit votre métier, prenez l'IA comme un allié et pas comme un ennemi. Et vous allez voir qu'il y en a encore de belles années devant nous. Personne ne sait ce qui va se passer dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais en attendant, on est obligé de s'en faire un allié. Ne serait-ce Exactement. que s'ils nous attaquent les humains, il vaut mieux être pote avec eux. Voilà, c'est tout. Ouais, Ça veut dire qu'on finalement, ce qu'on... Alors toi et moi, on fait entre guillemets un peu le même métier, parce qu'on fait du conseil d'entreprise tous les deux, mais toi tu le fais à grande échelle, Pedro. Ça veut dire que donc ce qu'on va vendre, c'est de l'interaction presque. Un peu, c'est-à-dire que, comment dire, quand on va conseiller une entreprise, je vais rentrer un peu dans la technique, mais je vais essayer de vulgariser un peu. Il y a un outil qui s'appelle le BMC, le Business Model Canvas. Il y a un outil qui permet de te structurer tes idées en tant que start-upper, en tant que grand groupe, pour trouver ton modèle économique, pour savoir avec qui tu vas faire des partenariats, comment tu vas atteindre ta cible, quelles sont tes cibles et comment tu les atteins, etc. C'est un outil qui est gratuit sur Internet depuis plus de 20 ans, que dès que tu creuses un tout petit peu sur Google, tu peux trouver que c'est une énorme différence entre les entrepreneurs à succès et ceux qui foirent, c'est ceux qui ont fait un business model canvas ou pas. La plupart des entreprises sont au courant. Ils pourraient le faire eux-mêmes, mais ils ont d'autres cas à fouetter au quotidien. Donc, ils ont besoin de quelqu'un en plus qui vient les aider, à la fois pour les motiver à le remplir, ce truc-là, parce que quand tu es tout seul devant, c'est comme si tu es devant une feuille Excel, tu sais pas par quoi commencer. Il faut te taper pas mal de lectures, il faut plein de trucs. Donc, on n'est pas payé pour notre savoir parce que même si on l'a fait 200 fois, n'importe qui peut trouver ce business model Canvas sur Internet. Et comme 80% des choses qu'on va délivrer à nos clients. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui les motive et qui va leur faire gagner du temps et qui va le faire à leur place. ChatGPT ou pas ChatGPT, si tu cherches du savoir entre Google et ChatGPT, ben, Google, c'est presque plus rapide parce que tu as moins besoin de double-checker selon les sources que tu vas trouver. Alors que ChatGPT, il y a un truc sur deux qu'il faut aller vérifier, c'est compliqué. Donc, c'est plus un truc qui va t'aider à structurer tes idées. Donc, vraiment, le conseil, le coaching, tout ça, c'est payer pour t'aider à te motiver, le faire dans le bon sens et pas avoir à te taper la charge mentale. Et ça, ChatGPT va pas vraiment t'enlever la charge mentale, il va pas t'aider à sortir les fesses du canapé, il va plutôt... je crois pas que ce soit une révolution en termes de savoir... Si, c'est une révolution en termes de savoir, mais ça reste la vraie valeur ajoutée du coach et du consultant, elle n'est pas que là-dedans. C'est au moins une révolution en termes de méthode, quoi. Ouais. Moni? Je peux donner un exemple là-dessus, si tu veux. Quand j'ai commencé Showdown, donc il y a 2 ans, et que je disais, ouais, je voulais faire de l'IA pour aider les gens, la première chose que j'ai eue de la part, tu vois, d'amis, admettons, avocats et médecins, ils me font, ah, mais en fait, tu veux me piquer mon job. Et je dis, non, non, c'est absolument pas le cas. Regarde. Donc là, je prends le cas de l'avocat, c'était plus dans le mode, à un moment, tu vas avoir un client. Ce client, ça sera certainement la victime de quelque chose. Il vient de voir donc pour un sujet sur lequel il a été victime. Et au lieu, toi, de prendre du temps à vérifier les lois, les machins, les ceci, les cas, etc., à trouver le bon truc dans lequel ça fit et compagnie, tu vas pouvoir en fait te focaliser sur la partie humaine, à savoir la gestion de la victime.
Et ça, effectivement, tu vois, moi, je préfère avoir un assistant qui va me checker depuis la nuit des temps toutes les règles, toutes les lois, etc., pendant qu'effectivement, je vais avoir ce côté humain avec la victime. Tu prends un médecin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'un médecin, à un moment, il va voir des scans de cerveau toute la journée, puis à un moment, tu sais pas pourquoi, le mec, il travaille 20 heures par jour, hein, il est sérieux, compétent, machin. Le mec, c'est une bête, mais il est fatigue parce que ça reste un humain. Oui, il va Et puis à un forcément moment, il met passer ça. à côté, quoi. Il va passer d'un côté d'un truc, bah là, je dirais déjà, tu as le côté infatigable, mais surtout, le médecin, ça veut pas dire que tu veux le remplacer. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois annoncer quelque chose à un patient, tu dois lui annoncer qu'il a un cancer. Toi, tu as envie qu'une machine, elle te dise, bon, bah, j'ai scanné votre truc, 90% de chance que vous avez un cancer en phase terminale, il vous reste 3 jours et demi pour vivre. Non, la partie du médecin, si tu veux, c'est aussi le boulot de dire comment je vais accompagner le patient, comment il va recevoir le traitement, comment il vit le traitement, et tu vas avoir toute cette partie humaine où une machine aujourd'hui, elle le fera pas. Alors encore une fois, on pourra dire oui, on va pouvoir mimiquer les émotions, l'empathie, etc. Ça change pas que toi, en tant qu'humain, à un moment, le mal-être de quelqu'un, d'un patient, etc., bah, tu vas pouvoir te concentrer dessus. Et si à un moment, tu passes 20 heures à regarder des scans, aller gérer le patient qui à un moment va mal vivre son traitement ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué. Alors que là, si t'as un mec, entre guillemets, tu vois, qui est vraiment insisté, sur lequel c'est sûr, ça n'empêche pas la vérification par d'autres humains, etc. Tu vas avoir ton médecin avec toute sa compétence, mais aussi toute son humanité, qui va à un moment passer beaucoup plus de temps là où il a de la valeur ajoutée, à savoir bah, gérer le patient. Parce que tu vois, à un moment, la médecine, c'est ça aussi. Ouais. Et du coup, que ce soit dans le coaching ou dans tout un tas de métiers, pour moi, si tu veux, quand on me dit, ouais, mais c'est quoi le but, bah, c'est remettre là où l'humain il a de la valeur. À côté, on retire toutes les tâches à la con, on essaye d'automatiser, industrialiser tout ce qu'on peut, et puis à côté, bah, tu dis, ok, toi, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer, là, où est-ce que tu as une utilité. Et là, tu dis, bah, ok, le mec, je vais le remettre là, je vais lui libérer du temps, et c'est aujourd'hui comme ça, si tu veux, que je vois plus l'IA. C'est en Ok. mode, ok, bah, tu peux faire des trucs bêtes, ou des trucs, on va dire, répétitifs, et en attendant, on va à côté travailler là où tu as une vraie Tu valeur vas ajoutée. travailler l'humain. Alors, je remets un peu l'église au centre du village. On repart sur le côté un peu plus poker précisément parce que vous m'avez dit tous les deux. Bah oui, c'est peut-être pas impossible qu'un jour, effectivement, l'IA fasse que ça se joue sur le poker online, mais on peut compter, on peut espérer que les entreprises vont trouver des parades. Euh, Est-ce que sincèrement, ça vous semble possible quand on voit, et je te rejoins Pedro, moi j'ai vu la version 3.5, j'ai vu la version 4 de GPT, c'est le grand écart. Effectivement, quand on te commence à te parler de la version 5, tu te dis, bah ça va être de la folie. Est-ce qu'à un moment donné, les entreprises, les rooms de poker par exemple, vont avoir ne serait-ce que les moyens financiers de pouvoir trouver des failles, pouvoir payer des gens pour trouver des failles et contrecarrer cette intelligence artificielle-là. Moni, si tu veux démarrer, ou Pedro. Ok, alors c'est simple. Pour moi, je vais me baser là sur tout ce que j'ai vu dans l'e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des compétitions en ligne avec de l'argent en jeu. Bah forcément, ça attire des petits malins qui veulent tricher, avoir un edge, en tout cas sur l'autre équipe. Et si tu veux, ils ont été radicaux dans le jeu vidéo. Tu prends par exemple les derniers jeux, que ce soit Valorant, Riot, etc. Ils sont radicaux là-dessus. C'est-à-dire que tu installes le client. En fait, le truc, c'est un rootkit, enfin, c'est un trojan. C'est invasif sur ta machine. Ça va scanner absolument tous les processus qui tournent, on va dire, sur ta machine, etc. pour détecter si tu utilises un logiciel qui va t'assister. Alors, dans un jeu vidéo, soit comme un FPS, ça va être, est-ce que ça va être une visée automatique? Est-ce que ça va être voir à travers les murs? Est-ce que c'est avoir plus d'informations que tu n'es pas censé avoir en temps normal? Et si tu veux, aujourd'hui, bah, c'est radical. C'est un moment où tu vois, il y a de l'argent en jeu, etc. Ils ont dit, nous, voilà, si je voulais vulgariser, on pourrait dire presque, ils iraient prendre le contrôle de ta machine s'ils le voulaient. Ouais. On n'en est pas là, c'est pas le cas, etc. Maintenant, pour avoir justement, tu vois, on va dire un petit peu le côté tech, reverse et regarder un petit peu comment les choses sont faites derrière, c'est pas anormal à un moment que tu arrives dans un truc où c'est dans les CGU, on te dit ouvertement et très clairement que tu n'as pas le droit d'utiliser des outils sur le côté. Ça me choquerait pas effectivement d'avoir un moment un outil, tu dis tu veux jouer sur notre plateforme, on doit regarder ce que tu as sur ta machine. Et du coup, là, tu peux arriver dans des choses où si tu as un assistant, un programme, si tu veux, assistant qui vient de checker tes choses, bah, tu pourrais le détecter. Si c'est quelque chose que tu veux avoir sur le côté, c'est pareil, on pourrait regarder entre guillemets les sites que tu as d'ouvert et compagnie, et on pourrait pousser le truc très loin. Alors, encore une fois, je suis pas dans l'industrie, donc je sais pas ce qu'ils comptent faire. Si tu veux me demander comment je ferais quelque chose comme ça, avec l'aspect tech. Et tu penses que Et c'est financièrement faisable? Parce que les industries de jeux vidéo, comme tu parles, elles pèsent des dizaines de milliards parfois. On rappelle que l'industrie de jeux vidéo, c'est plus important que l'industrie du cinéma aujourd'hui. Tu vois, le poker, ça reste une belle industrie, mais il y a moins d'argent.
Aujourd'hui, si tu veux, en fait, on parle là littéralement de ce qu'on appelle d'anti-cheat. Et ces anti-cheats, c'est des business pour les boîtes. Et eux, leur but de certains anti-cheats, c'est de prendre le plus de boîtes possible et de gérer le plus de jeux possible. Donc, il y a un moment, alors est-ce que ça serait compatible avec le poker en ayant quelques contraintes et tout? Je te dirais, en fait, ils ont même pas besoin de repartir de zéro. Ils pourraient aller voir une de ces compagnies, dire voilà notre problématique. Je suis même quasiment sûr que ça doit déjà exister. Et je te dirais, pour eux, limite, c'est beaucoup plus, comment dire, de business potentiel. Pour eux, ça va être un marché, si tu veux. Et ça encore, tu vois, c'est juste une façon de faire en mode, je te dis, je suis observateur de ce qui se passe sur la machine, des process, des ceci, des cela. Après, tu as d'autres techniques qui vont être plus algorithmiques et de l'IA aussi, qui vont plus être là sur le côté comportemental de comment le joueur réagit. Mais ça, voilà, c'est encore pareil, c'est un peu plus élaboré. Est-ce que c'est efficace? À quel point? Je sais pas. Mais c'est les choses, tu vois, qu'on pourrait utiliser. Et après, il y a le côté, effectivement, côté règles, etc. Mais là, qui est encore un peu autre chose, parce que ça risque de changer un peu les En mécaniques tout de cas, jeu. ça ne paraît pas impossible. Non, ça me paraît pas impossible d'avoir des contre-mesures techniques là-dessus qui vont littéralement vérifier si tu es en train de tricher ou non. Ok, Pedro. C'est comme dans la médecine ou d'autres endroits, tu as la prévention et après tu as la guérison. Donc en prévention, j'aime bien ce qu'a dit Maury, parce que tu peux tout à fait imaginer des systèmes qui vont vérifier que tu n'as rien qui tourne en même temps, bloquer tous les systèmes comme certains sites de poker l'ont fait, carrément, sans chercher à savoir ce qu'il y a, juste c'est bloqué. Et puis, tu as a posteriori, ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux arriver à regarder ceux qui ont joué trop bien. Et quand tu as un doute, tu revois un peu les patterns, tu revois un peu si c'est humain ou pas. Et dans le dernier cas, comme ça a été le cas, je crois, chez Winamax à un moment donné, un gars jouait trop bien, il a été invité à jouer une session dans les bureaux devant les patrons. Et ils se sont rendus compte que oui, le gars jouait comme un robot, presque, il jouait GTO quasiment parfait, et qu'en fait, c'était pas un robot et qu'il pouvait garder l'argent. Ouais, c'était l'affaire avec Tout Panda, je crois. Pas... Pardon ? C'était l'affaire Tout Panda, je crois. Je sais plus, ça remonte un peu, mais oui, j'imagine. Pas sûr. Et il y en a d'autres qu'ils ont dû attraper et qui n'étaient pas capables de jouer aussi bien dans les bureaux que chez eux. Et donc, eux, ils ont dû rendre l'oseille. Mais je sais pas, je pense qu'ils vont le prendre très au sérieux et qu'à chaque fois que les sites de poker l'ont pris très au sérieux, ils ont mis les moyens en face. Je suis d'accord avec toi pour dire que Riot a plus d'argent que PokerStars, mais je suis pas sûr que ça se joue au prix d'installer de l'IA pour combattre de l'IA. Je pense qu'on parle de tarifs qui sont dérisoires, que c'est pas, comparé à la taille de l'industrie du poker, c'est pas des budgets si énormes que ça, vu que c'est la survie de l'industrie qui est en jeu. Je pense qu'ils trouveront l'argent très 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 facilement et que ça va pas du tout, ça va mettre en danger des petites rooms françaises, oui, mais les leaders du marché, non. Je pense pas que cet investissement les mettra en danger financièrement et que ça les vaut. Ok, les amis, c'est passionnant. J'ai une dernière question à vous poser qui sort presque un peu du poker, mais pour tous les gens qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce que le grand public... en tout cas, vous avez l'impression que le grand public, qu'est-ce qu'il ne comprend pas encore de l'IA ou qu'est-ce qu'il n'imagine pas de l'IA dans son futur quotidien? Parce que, bon, vous, c'est votre métier. Moi, déjà, Pedro, t'es mon ami, donc Pedro, il me parlait de l'IA, les gars, il y a 6 ans. J'ai la chance de conseiller certaines entreprises qui, peu ou prou, peuvent être dedans, ou travailler dedans, ou réfléchir dedans, mais qu'est-ce que le grand public ne s'imagine pas encore? C'est quoi la vérité de demain sur l'IA pour vous, de votre expérience? Moni? Alors, j'ai un exemple qui me vient en tête. Aujourd'hui, si tu veux, ce qu'on fait avec l'IA, là, l'IA, moi, je la considère en phase 1. C'est-à-dire que pour moi, là, ce qui est en train de se passer, c'est genre, on n'a encore rien vu. Et on en est au stade, pour moi, où en fait, on vient juste de créer littéralement le réfrigérateur. Donc, le réfrigérateur, si tu veux, lui, il a généré de l'argent, mais tu vois, tu en as acheté une fois tous les 10 ans. Là, pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que les gens vont en faire. Parce que effectivement, les prochains entrepreneurs, les prochaines boîtes, etc., vont arriver et vont dire, tiens, c'est marrant, on peut faire ça avec du coup du ChatGPT ou autre, peu importe. Et qui va devenir le prochain Coca-Cola? C'est-à-dire que Coca-Cola, en fait, ceux qui ont fait le plus d'argent avec les réfrigérateurs, c'est Coca-Cola. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas mettre des choses dedans. Coca-Cola s'associe, la boisson qui est associée à la fraîcheur, etc. Et si tu veux, eux, grâce effectivement à un frigo, ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, ça va être, ok, là, on a
un dixième de ce qui est possible. On est beaucoup sur ce que j'appelle du prompting. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur Midjourney, tu vas taper un prompt et il va te sortir quelque chose. Tu vas demander, tu vas poser une question à ChatGPT, il va te répondre quelque chose, mais sur lequel c'est très guidé. Moi, ce que je veux voir, c'est quand on va commencer à attaquer, tu vois, les phases 2, phase 3, phase 4, où littéralement, tu vas passer sur ce que j'appelle du streamline. Donc, ça va être en mode, tu veux aller d'un point A, enfin, tu vas lui dire, augmente-moi ma chaîne de production de tant de pourcents et sans tuer qui que ce soit et avec juste des robots ou quoi que ce soit. Et là, tu vas avoir des choses où en fait l'IA à qui tu parles, elle va commencer à créer toute une réaction en chaîne sur d'autres IA, sur d'autres processus, et tu vas avoir tout un processus qui découle. Aujourd'hui, on est beaucoup sur du one shot. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait, toi, tu as demandé quelque chose et derrière, ça déclenche tout un processus, tout un workflow derrière. C'est-à-dire que si je te comprends bien, aujourd'hui, l'IA, elle récite, demain, elle va réfléchir. Elle va réfléchir ou elle va même presque orchestrer. C'est-à-dire que tu vois, je suis pas fondamentalement d'accord aujourd'hui avec le gros Skynet qui va venir détruire le monde, qui va, tu vois, qui est un petit peu en mode Dieu, présence partout, etc. Pour moi, on va être plus sur une IA qui va venir orchestrer plein de d'autres petites IA qui sont aujourd'hui spécialisées dans certaines choses. C'est-à-dire que ce serait pas déconnant que tu aies une IA master dans une maison qui à un moment va aller parler avec l'IA de ton frigidaire pour te dire bah, dans ton frigo, voilà ce qui reste, voilà les plats que tu peux préparer, ça prend moins de 5 minutes. Pour la lumière, bon là on est en termes de luminosité, etc. Là-dessus, je t'ai réglé ta lumière comme ça. Et en fait, tout ça, tu vois, c'est pas juste une seule et même IA, c'est une IA qui va en contrôler d'autres. Et donc là, on parle vraiment, tu vois, d'un processus qui part d'un point A, qui va aller au point B, puis au point C, puis au point D. Alors que là, tu prends un Midjourney, bah oui, un designer, il va pas te dire, enfin, il va te dire, fais-moi un logo, fais-moi un ceci, fais-moi un mock-up. Et tu dois quand même être vachement explicite dans ce que tu veux et ça reste du prompting. Là où c'est intéressant, c'est quand tu vas avoir vraiment un processus de A à Z entièrement. Là, si tu veux, aujourd'hui, ce qui est vachement intéressant, c'est plus de dire que tout ce qu'on a avec les modèles de langage, en fait, il faut voir ça comme une adoption facile. Pour moi, si aujourd'hui tu me demandes qu'est-ce que c'est, si je devais le résumer, c'est pour moi, c'est une interface homme-machine, une nouvelle interface homme-machine, sur lequel tu peux dire à n'importe quel humain, il discute, donc a priori dans 50 langues, dans le langage qu'il veut, dans le vocabulaire qu'il veut, avec des fautes, sans faute. La machine va le comprendre. Derrière, il va se passer une action. Et ensuite, à la fin du tube, il va te ressortir un résultat compréhensible par un humain. Et donc ça veut dire que ça augmente la capacité d'adoption pour certaines choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, qu'est-ce qu'on met au milieu? Bah, je te dirais, là, c'est ta question. C'est où est-ce que le grand public... là, je te dirais, en fait, tout est imaginable. Là, aujourd'hui, on a ça dépendra entrée, où va aller le grand public. Exactement. Enfin, ouais, ça va dépendre du chiffre, ça va dépendre des usages, ça va dépendre de ce que vont imaginer, je te dirais, encore une fois, les projets d'entrepreneurs. Euh, Là, effectivement, je pense qu'on n'a encore rien vu là-dessus. C'est pour ça que je considère aujourd'hui qu'on est encore en phase 1. Ok. Pedro? Bah, c'est très compliqué comme question, mais en tout cas, il y a deux camps dans les experts. Il y a ceux qui disent que tout va mal se passer, que ça va être la catastrophe et les fondements de la civilisation. C'est tout à fait entendable et c'est tout à fait possible, même si c'est pas mon opinion. Moi, je suis aussi très biaisé et je pense que beaucoup de choses vont s'améliorer. Il y aura des pots cassés, il y aura des perdants et des gagnants dans cette histoire, mais le jeu, comme toute révolution, et voilà, le seul, je crois, discours qui est pas entendable et où il faut pas penser ça, c'est que ça va rien changer. C'est que c'est un coup d'épée dans l'eau et qu'il va rien se passer. Ça, c'est sûr que non. Soit ça va beaucoup s'améliorer la vie, la société, soit ça va beaucoup s'empirer. Mais en tout cas, il va y avoir un impact fou. Je me souviens, début des années 2010, quand on s'est rencontrés, je te disais que certains prédisaient 25 ans avant que... Oh là là, non mais attends, c'est incroyable. Non mais je sais ce que tu vas me dire. Alors, et en fait, ça va être un peu plus rapide que attendez, faut que je vous explique. C'est que Pedro, un jour, me dit... Non mais gars, faut qu'on arrête de cloper, faut qu'on tienne jusqu'à environ 60 ans, quoi. Je dis, mais pourquoi 60 ans? Il dit, parce que, tu vois, j'ai des potes, j'ai des mecs que je connais, je lis, je pense que vers 2040, 2000 peut-être 50 max, on devrait arriver à trouver une solution pour pas crever, quoi. Et évidemment, là, je viens de voir, je sais plus qui, mais un très grand entrepreneur ou un très grand scientifique qui vient d'annoncer que là, lui, c'était pour 2030 qu'on allait éviter la mort. J'ai pensé à toi très fort. Je me suis dit, là, on a une grosse accélération, il faut vraiment que j'arrête de cloper, quoi. Ouais, non, c'est impossible de prédire, c'est impossible de savoir, mais on sait que la santé dans l'âge et la vieillesse s'améliore au fur et à mesure des technologies. Donc, il y a de grandes chances que, je sais pas si on vivra éternellement 100 ans, 150 ans ou 80 ans, ou si l'espérance de vie va réduire, mais en tout cas,
la vieillesse risque d'être de plus en plus agréable dans les prochaines années. Et donc oui, il faut prendre soin de sa santé, c'est de plus en plus important, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est ça, l'article a été sorti il n'y a pas très longtemps, on me l'a fait lire, justement, Jacques m'a fait lire récemment, en mode c'est la mort de la mort qui arrive. C'est comme ça qu'ils avaient identifié les choses. Si je vous dis Ouais, on en parle depuis longtemps, mais on peut pas savoir hein, vraiment. Mais en tout cas, on risque de vivre plus vieux, plus heureux, ça c'est sûr. Si je vous dis pour conclure que moi, à moi qui ai 35 ans, j'ai les 3 révolutions, je parle de révolution, pas d'évolution que j'ai connues, c'est pour moi l'arrivée du téléphone portable pour le grand public, ensuite l'arrivée d'Internet, et maintenant j'ai l'impression que ça c'est la 3e. Votre point de vue là-dessus? Bill Gates se dit que c'est la deuxième en fait. Il y a eu Internet dans les années 90-2000, avec la bulle ensuite, qui a été un des changements profonds, voire même dans les années 80. Et puis celui-là, c'est le deuxième. Mais Bill Gates est évidemment biaisé. Il a investi, enfin Microsoft a investi une fortune dans ChatGPT. Donc évidemment il peut ne pas être objectif. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est au début d'un truc et que les gens ne se rendent pas encore compte de l'impact que ça va avoir, en bien ou en mal, on ne sait pas, ou un peu des deux. Mais on est au début d'un truc au moins aussi gros qu'Internet. Moni, pour conclure, toi, ton avis, est-ce que c'est la 2e ou 3e révolution? Eh ben, je t'avoue que je sais pas trop. C'est-à-dire que tu m'aurais demandé il y a quelques mois, je t'aurais dit ouais, tout de suite oui, ça va être effectivement la 2e révolution, etc. Et pour avoir vu les gens autour de moi, si tu veux, effectivement aujourd'hui ils le comprennent, ils comprennent pas en fait ce que ça peut changer. Et je vais aller un peu plus loin que ça. Tous ceux qui ont testé enfin tous ceux, beaucoup qui testent ChatGPT, tu le regardes dans les trends, ils le testent pendant un mois. Et ils T'as le arrêtent? côté nouveau, etc. Et ils arrêtent. Et ils arrêtent, mais parce que si tu veux, même en discutant avec des clients, tu vois, avec des exécutifs, etc., ils n'arrivent pas à trouver à comment l'utiliser effectivement dans leur quotidien et améliorer leur quotidien, on va dire, de manière consistante. Et la question que je me pose, bah, c'est en fait effectivement tous ces entrepreneurs là qui sont, tu vois, je suis inscrit à des mailing lists. Tous les jours, je reçois 30 nouveaux outils en IA. La question que je me pose, c'est ouais, mais lequel ici va être utilisé par le grand public et va changer radicalement la façon de vivre ou de faire quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai pas vu de cas concret. Et ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, à un moment, ça retombe un petit peu, tu sais, la hype retombe un petit peu, et en mode c'est passé. Et il va falloir en fait attendre un certain temps que de vraies utilisations arrivent et sur lesquelles on change radicalement les choses. Alors je pense que ça va arriver. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe Moni Vas-y. là-dessus. Alors, sur des choses un peu moins révolutionnaires, mais bon, désolé les gars, on part en discussion d'entrepreneurs tous les 3. Restez sur la vidéo, c'est intéressant. Là, il y a quelques évolutions que certains prétendaient un peu révolution. Bien évidemment, bien moins impactantes que ChatGPT. Mais tu vois, je pense à la 3D. Je pense à tout ce qui était... bon, crypto, ça a pris. Mais tout ce qui est autour, les NFT, la blockchain, etc. Multivers. Le multivers, tout ça, c'est ou ça n'a pas décollé, ou ça a carrément pété, ça n'a pas appris. Est-ce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à la limite de la compréhension du grand public sur ces sujets-là? Et donc, ça peut être des très très bonnes idées, ça peut être des révolutions, mais en fait, ça n'arrivera pas parce qu'à un moment donné, c'est pas ce que les gens veulent. Il y a un graphe très, très marrant que j'ai vu il y a pas longtemps, pardon. C'est les investisseurs, les VC, les venture capitalistes qui investissent dans des entreprises et dans des technologies. Effectivement, à un moment donné, c'était la mode du métaverse. On a eu le flop des Google Lens qui devait être une révolution. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps. Et il s'est passé un truc qui n'était pas prévu. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. Mais toutes les technologies que tu as citées avant, le métaverse, etc., ça a suivi son petit bonhomme de chemin en termes d'investissement et de hype. Sauf que là, ça fait depuis 3 mois, je crois, que quasiment la totalité de l'argent de tous les fonds d'investissement américains, européens, asiatiques partent maintenant dans les modèles de langage et dans l'intelligence artificielle de manière plus générale. Et là, il n'y a plus rien qui est investi dans autre chose maintenant, c'est terminé. Et c'est un très bon prédicteur du futur, ce type de statistiques. Où est-ce que les venture capital mettent leur argent?
Et aujourd'hui, Tu veux dire qu'avant, il quasiment savait... exclusivement dans l'intelligence artificielle. Tu veux dire qu'avant, il savait pas trop, donc il testait plusieurs trucs, dont le métaverse, les NFT, etc. Et là, d'un coup, ils se retrouvent tous à se dire, ok, là, on a enfin trouvé un secteur prometteur, quoi. Voilà, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais c'est ça l'idée générale, c'est qu'avant, c'était assez diversifié parce qu'il y avait plusieurs bonnes idées, il y avait plusieurs choses qui allaient exploser. Et en fait, le fait que tout le monde se retourne aujourd'hui exclusivement ou quasi exclusivement vers des investissements sur l'IA fait que le reste va prendre énormément de retard. Et si un jour on voit le métaverse arriver, ce qui m'étonnerait puisqu'on avait Facebook en tête de proue qui avait changé en s'appelant Meta et qui a quasiment tout abandonné pour faire plus que de l'IA maintenant, bah, ça risque de plus jamais arriver ou d'arriver, mais dans beaucoup plus longtemps que ce qui aurait dû arriver, puisque l'argent a changé de camp et que maintenant elle part vers les modèles de langage et les intelligences artificielles. Alors d'ailleurs, on va voir un truc quelque chose qui est vachement marrant là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, il y avait ce modèle avant, l'espèce de hype cycle où justement on voyait certains trucs qui vont piquer, puis qui vont descendre, puis qui vont repartir sur plusieurs années. Et là, effectivement, en parlant d'investissement sur l'IA, un des trucs que j'ai vu là dans les reporting, c'est aussi l'argent qui allait repartir donc de VC dans certaines boîtes early stage. Mais alors. Ouais, alors là, la Moni, il faut que tu simplifies un peu. Excuse-moi. Parce que là, on a perdu... Enfin, moi, c'est bon, je comprends. Pedro, c'est bon. Mais là, par contre, je suis certain que j'ai perdu 80% d'audience sur ta dernière phrase. Donc, sur le côté, en fait, ces nouvelles startups et boîtes qui vont arriver, qui sont très jeunes, au lieu d'investir uniquement que dans les très grosses boîtes. Et en fait, là, l'un des trucs intéressants, c'est qu'aujourd'hui, si tu donnes 1 million, on va dire, de data à Google ou Amazon ou Facebook, ils vont en sortir à peu près la même chose. Et là, aujourd'hui, si tu veux, pour moi, c'est comme si tu avais des chefs, donc des chefs cuisiniers à qui tu as donné un poivron, de la salade et du pain. Tu leur dis, ok, faites-moi ces 3 chefs, tu vois, de très bon niveau qui vont te sortir finalement 3 fois le même, le même résultat. Et en fait, à un moment, tu vas avoir ces petites boîtes, du coup, ces jeunes boîtes qui vont, eux, se spécialiser dans une data particulière. Et on va dire, tu en as une en fait qui va prendre la même chose et qui va ajouter du miel. Et là, d'un coup, t'as les 3 chefs qui vont dire putain, mais en fait, ça c'est super malin, super intéressant, et ça pourrait créer notre petite recette en plus sur ce qu'on fait dans notre modèle d'IA. Et ils vont racheter la boîte. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT, il a été entraîné, tu vois, avec beaucoup de crawling sur le net. Donc, tout ce qui était open web, donc tout ce qui est lié à Internet, mais si tu veux, sur lequel tu peux aller surfer. Du coup, on risque d'avoir maintenant l'effet inverse, où tu as des boîtes qui vont dire bah non, en fait, la data que je récolte, je la mets dans un socle fermé, c'est ma data. Elle reste justement ma touche secrète. Et cette touche secrète, si vous la voulez, il va falloir m'acheter ou payer mon API ou quoi que ce soit. Enfin, donc avoir un accès privilégié. Et on va passer du truc où tu pouvais crawler à peu près tout et faire de la data sur tout, à si aujourd'hui tu veux te séparer du peloton ou du groupe, tu vas avoir besoin effectivement d'avoir cette petite formule magique qui fait que ta data est différente et que ton IA est différente. Que ça soit dans la médecine, que ça soit dans le coaching, que ça soit dans la technique ou autre. Donc ouais, sur les investissements, c'est vachement intéressant que ça reste dans l'IA, mais à mon avis, à tous les stades des boîtes, c'est-à-dire les petits, les grands, etc. Là, il va y avoir des choses à surveiller. Ok, et pour terminer, les amis, parce qu'on a bien, c'était passionnant, on a bien débordé. Allez, en 2 phrases, votre prédiction sur les 10 prochaines années avec l'IA. Ça, c'est pour le fun, c'est pour le plaisir. La grosse prédiction. Allez, c'est parti. Moni. Honnêtement, tout va tellement vite. Je t'avoue que 10 ans, ça me paraît énorme. Et tellement énorme que je ne saurais pas exactement où on en sera. C'est-à-dire que même si je faisais une prédiction, il y a des chances qu'elle soit largement dépassée. Moi, je vais vous faire une prédiction. C'est que je pense, j'ai écouté ce que tu disais, hein, Pedro, etc. Je pense que le milieu qui va être le plus impacté à cause de l'IA, ça va être justement tout ce qui va être on te parle des artistes et tout, mais je suis un peu comme vous, c'est que je pense qu'il faut travailler avec et pas contre. Par contre, je pense que le milieu qui sera le plus impacté de très loin, ce sera tout le milieu secrétariat, etc. Tout ce que tu disais justement quand tu prenais un exemple tout à l'heure en disant mais le médecin, il a besoin, il va pas faire ses recherches, il a besoin d'accompagner l'humain. Et bien tout comme l'avocat, il avait 15 mecs pour lire les lois à sa place et lui faire des comptes rendus, mais il utilisera l'IA. Je pense que c'est le secteur qui est le plus impacté. C'est moi ce que j'appelle le deuxième secteur, c'est-à-dire où tu es quelqu'un à la pointe dans ton secteur, où tu es dans le côté manutention, ça c'est autre chose, mais c'est tout ce côté, on va dire, petite main qui va être impacté. Ça, c'est mon analyse. Moni, paris-en sur une.
On s'en fout, on regardera la vidéo dans 10 ans, on aura l'air con. Je te laisse, je te laisse réfléchir, Pedro. Moi, je dis que d'ici 10 ans, on aura, j'espère me tromper, mélangé Boston Dynamics et ChatGPT et qu'on va avoir des robots qui vont pouvoir faire beaucoup de choses. Quand je vois la vitesse à laquelle ils arrivent à faire des sauts périlleux, danser et les progrès qui ont été faits ces dernières années en termes de robotique, si tu mets une intelligence artificielle là-dedans, tu peux avoir des assistants personnalisés. Tu peux, dans un des rapports que tu as cité tout à l'heure, Moni, tu as les métiers qui seront les moins impactés, plombier, tous les métiers manuels, maçons, etc. Ils sont censés perdurer. Et je crois que l'intelligence artificielle, les modèles de langage et Boston Dynamics pourraient faire que d'ici 10 ans, en fait, même ces métiers-là sont impactés et que donc la vie pourrait être très bien si on trouve un système économique qui tourne avec ça parce que ça nous soulage de nos tâches, ou la vie pourrait être un enfer, un cauchemar parce qu'on n'a plus de métier et que économiquement c'est très mal réparti. Tu sais que ça t'as les très riches et que les autres se retrouvent sans rien à manger. Tu sais que du coup ça veut dire que si tu as un peu raison sur ta prédiction, mais même l'IA pose cette question-là. Quand on s'est foutu de la gueule de Zuckerberg il y a 4 ou 5 ans qui disait les gars, il faut commencer à réfléchir à un revenu universel parce qu'on va avoir besoin de consommateurs, mais on aura peu de travailleurs, ou on en aura moins, et qu'il faut commencer à réfléchir à comment on va taxer justement l'IA, le produit de l'IA, etc. Tout le monde se foutait de sa gueule, et en fait, il avait juste 10 ans d'avance sur la réflexion qu'il va falloir se poser, quoi. Ça fait longtemps que les grands penseurs, très loin de Mark Zuckerberg, parlent du revenu universel quand même. Hein, mais non, mais lui, c'était le premier gros industriel qui balançait ça. Ça a étonné tout le monde, quoi. Parce que le seul qui dit, tu vois, en France, on entendait Mark Zuckerberg et Mélenchon. Du coup, on comprenait pas comment les deux pouvaient être d'accord. Moni, allez, pour conclure. Alors pour moi, le pari, il sera pas sur le côté industriel, mais plus sur le côté, on va dire, où est-ce qu'on en est technologiquement parlant. Aujourd'hui, si on on est capable de mimiquer l'expression humaine et de comprendre un humain, moi, le moment où je vais vraiment me dire, waouh, on passe dans un autre univers, c'est quand j'aurai l'impression que l'IA en face de moi a une vraie conscience. Et donc, c'est-à-dire que là, on commence à arriver sur des choses où on commence à se poser vraiment beaucoup de questions, mais au moment où tu dis que tu as une conscience en face de toi, et que c'en est une vraie et que c'est plus un humain mimiqué, tu te dis, mais en fait, littéralement, tu as une nouvelle génération d'êtres vivants quelque part en face de toi. Et c'est-à-dire, s'ils sont doués de leur propre conscience, bah ok, mais quelles vont être leurs décisions, pourquoi, comment, etc. Et là, si tu veux, encore une fois, moi, ça part en mode, dans 10 ans, je pense que ce genre de questions, il y a moyen qu'on se les pose réellement. C'est-à-dire, en fait, là, j'ai quoi en face de moi, j'ai qui en face de moi, parce que je veux dire un qui, un quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire si on commence à parler d'un qui et plus d'un quoi. Voilà. Et là, aujourd'hui, quand tu vois effectivement que tu vois ChatGPT est capable de s'auto-générer, exécuter, débugger du code tout seul, tu vois, on est en train de se rapprocher de la singularité. Et voilà, et pour moi, c'est question d'un moment, ouais, la singularité, on n'y est pas encore. Bah ouais, dans 10 ans, je me demande est-ce qu'on va pas arriver à ces choses-là, en fait. Et ouais, après, on fera des robots avec le phénomène de l'étrange vallée, là, de la vallée étrange, c'est ça Exactement. Mais du coup, ça veut dire qu'on pourra créer des consciences et du coup, on répondra à cette question qu'un jour Pedro m'a dit. Pedro, tu me dis, c'est quoi le pourcentage de chances qu'en fait on vive dans un ordinateur qui n'était pas une vanne, hein, non, mais qui était quelque chose de... Non, c'est d'après la théorie de Nick Bostrom, on a 33% à peu près de chances de vivre dans un univers simulé. Il y a un article qui est très court et vachement intéressant. Vous tapez Nick Bostrom, vous allez voir, c'est passionnant et ça se lit bien. Mais voilà, Elon Musk en a parlé un jour en public, tout le monde s'est moqué de lui. Mais il y a une vraie théorie derrière. Est-ce que c'est 30%? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est pas 0% qu'on vit dans un univers simulé. Du coup, c'est chaud. Les amis, c'était passionnant. Je vous aurais gardé 3 heures. Moni, merci beaucoup. Si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent quelque part ou pas? Oh, LinkedIn sera très bien. Très bien. Bah écoutez, alors, le LinkedIn pour Moni. Bon, Pedro, toi, si on veut te retrouver, si des entrepreneurs nous voient et veulent faire appel à tes services, on te retrouve où? LinkedIn aussi. Je suis de moins en moins sur les réseaux sociaux, mais LinkedIn, c'est possible. Parfait. Et moi, si vous voulez me retrouver, je suis partout, sur les réseaux sociaux. Telle une petite danseuse étoile en train de faire mon minois. Merci les amis, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré
La prochaine fois, ce sera peut-être une IA qui présentera à ma place. Ciao, ciao, ciao! Bye bye. Salut.